me dites quand est-ce que je peux commencer. On peut commencer. Très bien. D'abord, je vous remercie d'être venu. C'est vrai que le sujet paraît être très éloigné du sujet de vos études. Bon. Mais je vais essayer de vous intéresser en vous disant que tout ce que je vais développer, parce que vous êtes appelés à partir à l'étranger, à rencontrer des gens à qui on a dit que l'Algérie n'avait pas d'histoire et que c'était la France qui avait créé l'Algérie. Et là, ce que je vais développer dans cette petite présentation, c'est que l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, plonge ses racines dans des profondeurs insoupçonnées. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai écrit un ouvrage, je vais vous le montrer après, qui s'intitule L'épopée berbère, et en sous-titre Des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'Algérie? Quel est le lien qu'il peut y avoir entre l'Algérie et les pyramides et la grande civilisation égyptienne? C'est l'une des plus grandes civilisations de l'histoire de l'humanité. Eh bien, j'ai constaté au cours de mes lectures, parce que ce livre c'est pratiquement une synthèse de 40 années de lecture. J'avais été frappé au début en lisant Champollion. Alors Champollion, c'est celui qui a déchiffré, qui a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Et c'était pas facile parce que les hiéroglyphes, c'est 3000 signes. Et pour qu'un scribe apprenne à écrire les hiéroglyphes, il lui fallait 10 années. Alors, comparez l'alphabet, que ce soit l'alphabet arabe ou l'alphabet latin, 26 lettres, c'est normal qu'un enfant de 6-7 ans peut savoir lire au bout de 2 années. Mais pour les hiéroglyphes, il fallait 10 années. Et donc, en lisant Champollion, j'ai vu que quand il a déchiffré le cartouche, c'est l'espèce de truc qui est comme ça quand vous vous intéressez un peu à l'Égypte, le cartouche de Ramsès II. Il a su, bon, Ra, il savait que c'était la divinité soleil, Ra, et Msès, il a dit ce mot, lui il a écrit Mis, M-I-C-E. Ce mot a un rapport avec la filiation. Je me suis dit, mais oui, mais nous, chez nous, quand on dit Mis, Miss, on sait que c'est fils de, le fils d'un tel. Donc déjà ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis après, j'ai vu Assouan. Les Égyptiens ne le prononcent pas comme ça. En Égypte, soin. Ils le prononcent comme on le prononce ici chez nous. Soin, ils ont bu. Ils ont bu. Bon. Et au fur et à mesure des recherches, bon, je voyais Misra, moi, je vous ai dit Miss, mais j'ai découvert que dans les monts de Blida, à une trentaine de kilomètres de Hammam Louane, il y a une tribu des Aïd Misra. Tiens, c'est bizarre, c'est le même nom. Près de Mostaganem, à 30 km de Mostaganem, il y a une commune qui s'appelle Misra. Même chose. Ça aussi, je me suis dit, mais c'est bizarre. Un jour, en allant sur Annaba, j'ai vu une plaque où il y avait marqué Oued Nil. Nil. C'est bizarre ça. Nil. Le Nil. Et chez nous aussi, pas loin du Djidjil, il y a Nil. Alors, en lisant, j'avais lu un livre qui est très intéressant. C'est Arthur Pellegrin, qui a fait un doctorat sur la signification des noms de lieux d'Algérie et de Tunisie, et où il disait que île en berbère ancien, ça voulait dire cours d'eau, rivière. Et donc moi, Nil, j'ai mis une apostrophe.
chose que vous ne verrez jamais. Vous ne le verrez que dans le livre, si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez l'acheter. Nil, c'est le diminutif de Neth-Il, ceux de la rivière. Neth-Il, ceux de la rivière. Et donc on retrouve ça chez nous. Bon. Et puis, toujours en regardant la carte d'Égypte, il y a une ville qui s'appelle, à 40 km au sud du Caire, elle s'appelle Mizrouna. J'ai dit, mais c'est bizarre, Mizrouna chez nous. Nous avons Jazaï ibn Mizrana, nous avons la forêt de Mizrana près de Tablat, nous avons en Kabylie Mizrana, et ce mot Mizrana, ça vient d'Amazir. Mizrouna, ça vient d'Amazir. Bon. Et évidemment, les similitudes ne s'arrêtent pas là. Parce qu'on aurait pu dire que c'est peut-être un hasard. Sauf que j'ai trouvé que la première capitale de la première dynastie pharaonique s'appelle Tinis. Tinis. Mais chez nous, on a Tunis. Il y a Tunis, Tunis. Et en Égypte, ils ont une autre bourgade qui s'appelle Tebtounis. J'ai dit, mais ça fait encore un hasard de plus. Ce qui fait que peut-être que ce n'est pas un hasard. Après Tunis, je vois que le premier pharaon de cette dynastie pharaonique, donc qui est daté de 3150 avant Jésus-Christ. Le premier pharaon s'appelle Ménès. En réalité, c'est Amen-Es. Ses eaux à lui. Parce que, je vais faire après un petit retour en arrière. Comment se fait-il que les tribus de chasseurs-cueilleurs, avant qu'elles ne deviennent, ne pratiquent l'agriculture, comment se fait-il que ces tribus de chasseurs-cueilleurs se soient déplacées de chez nous, principalement d'Algérie, c'est-à-dire du Maghreb et Sahara central, vers l'Égypte? Et là, en fouillant, j'ai découvert qu'il y avait eu de très graves crises climatiques. Vous voyez, pour le climat, on parle du climat, eh bien on retombe dedans maintenant. Il y a de les crises climatiques qui ont poussé, donc c'est ces sécheresses, qui ont poussé ces tribus de chasseurs-cueilleurs à aller là où il y avait de l'eau, c'est-à-dire vers le Nil, qui était la très grande rivière. Et donc ces tribus se sont déplacées vers l'est, c'est-à-dire vers l'actuelle Égypte, que les Égyptiens n'appellent pas Égypte. Moi, ils appellent Misr, Misr, ou le Kana Misri, ou la Misr, le pays. Mais, bon, comme c'est l'Occident qui a pris le dessus, disons, depuis même le Moyen-Âge, ça devient Égypte. Tout à l'heure, je vous donnerai l'explication pourquoi on l'appelle Égypte, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Parce que c'est toujours en fouillant qu'on trouve un peu les explications. Et donc j'ai parlé du premier pharaon qui s'appelait Amnès. Or, nous, chez nous, nous avons Amnès, ses eaux à lui. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'Assouan, nous avons en Algérie un ergue qui s'appelle Ergue Issaouen. Issaouen, toujours l'eau. L'eau, c'est très très important. Comme dirait Rabrab, c'est vital. Pour faire un petit jeu de mots. L'eau, c'est vital. Donc, on a parlé du premier pharaon. Le troisième pharaon de cette première dynastie pharaonique s'appelle Djer. Et quand je voyais dans le Pèlerin, qui avait fait cette étude sur l'étymologie des noms de lieux d'Algérie et de Tunisie, Djer, ça veut dire grand, géant, en berbère ancien. Et vous avez ce que les Français ont transformé en Djurdjura, c'était Adrer Djardjar. Djar, deux fois Djer, grand, géant. Vous avez au sud d'Alger, à 70 km au sud d'Alger, vous avez Oued Djer. Djer, qui veut dire, bon, ça devait être à l'époque un grand Oued, pour ne pas dire un fleuve. Et dans le Tassili, vous avez Oued Tajarjart.
on répète encore le mot Djal. Et toujours dans le Tassili, il y a un mont, une montagne qui s'appelle un Djal, comme un géant. Donc vous voyez un peu tous ces... Bon. Et ce fameux Amenès, donc ce premier pharaon, avait demandé à ce qu'on construise une cité au nord, dans le delta du Nil, et elle s'appelait Amenfer. Amenfer. Alors, caché des eaux, protégé des eaux. Et ce Amenfer a été déformé par les Grecs, parce qu'ils ont occupé l'Égypte à un certain moment. C'est devenu Memphis. Ça vous dit quelque chose, Memphis? Memphis, Tennessee. Elvis Presley, vous connaissez tous. Ou même Chuck Berry. Memphis, aux États-Unis, vous avez cette ville qui s'appelle Memphis, Tennessee. Et vous avez 6 autres villes, toujours aux États-Unis, qui s'appellent Memphis. C'est un mot berbère qui vient de chez nous. Alors, quand vous allez sur Wikipédia, vous cherchez Memphis, vous allez trouver que les Grecs, ils ont traduit ce Amenfer, ils ont dit, ça veut dire parfait. Ça veut dire parfait. Voyez-vous une ville qui s'appelle Parfait? Ou Parfaite? Par contre, Amenfer, quand le pharaon a donné des ordres, il fallait que cette ville soit protégée des crues du Nil. Et, comme par hasard, un prêtre, un grand prêtre historien des dynasties pharaoniques, qui s'appelait Manéthon, vous le trouvez aussi dans le dictionnaire, Manéthon, et bien ce Manéthon, moi, bon, j'ai trouvé son étymologie, parce que je fouille, je m'intéresse un peu à l'Égypte antique, c'est Amen Adon. Amen, oh, Adon, c'est le dieu soleil au couchant. Et d'ailleurs, les Hébreux, pas les Juifs qui sont venus d'Europe de l'Est, pas les Askénazes, les Hébreux, ceux qui vivaient chez nous, au Maroc, en Tunisie, qui étaient des Berbères d'ailleurs, les Hébreux, il leur est interdit de prononcer le nom de Yahvé. Yahvé pour eux c'est Dieu. Chaque fois qu'ils lisent la Bible, la Torah, au lieu de dire Yahvé, ils disent Adon. Donc, Amen Adon, eau de Dieu, mais quand vous cherchez dans les dictionnaires, c'est Manéthon. Donc, il est reconnu comme étant le grand prêtre historien des dynasties pharaoniques. Hada Manéthon, il dit que le premier pharaon, donc Hada Amenès, avait ordonné qu'on construise une ville au nord du Nil qui soit protégée des eaux. Et donc, on retombe sur Amenfer. Ifri, Frenda, Tafraoui, Ifran, on retrouve ce Ifr dans les noms de lieux qu'on retrouve en Algérie et Ifran au Maroc, et il y a même un Ifran en Libye. Donc vous voyez l'unité de toute cette contrée d'Afrique du Nord qui va de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Alors, on a le mot pharaon. Vous avez tous entendu parler de Mouloud Pharaon. En arabe, c'est Pharaon. Ou la même en berbère, Pharaon. Eh bien, Pharaon, vous avez une plage près de Bougie, Bjaya, qui s'appelle Pharaon. Une commune Pharaon. On retrouve encore ces noms de l'Égypte antique, on les retrouve d'abord, initialement, en Algérie. Et il y a une cité. Alors, j'ai oublié de vous dire que Tunis, ça veut dire campement, bivouac en berbère ancien. Et au nord, il y a une ville qui s'appelait Tanis, qui est évoquée d'ailleurs plusieurs fois dans la Bible. Quand je parle de la Bible, c'est l'Ancien Testament. Et cette ville, il y a eu des crues, je ne sais quoi, elle est devenue boueuse, donc elle était impraticable. Ils ont été obligés de l'abandonner. Et vous savez quel nom ils lui ont donné? Janet. Ça vous dit quelque chose, Janet?
Janet, il y a une seule ville au monde qui s'appelle Janet. Elle est chez nous. C'est notre Janet. Sauf que eux, leur Janet, elle est dans l'archéologie. Et qu'est-ce que ça veut dire, Janet? Abandonné, délaissé. Comme a été délaissé notre Janet quand il y a eu les crises climatiques qui ont obligé les tribus de chasseurs-cueilleurs à abandonner cette zone de Janet. Et ce qui est curieux, c'est qu'à 25 km du Janet, il y a une sculpture qui a été faite donc il y a peut-être 8000 ans, 10 000 ans. C'est la vache qui pleure. La vache ne pleure jamais. Mais là, l'artiste qui l'a sculptée sur la roche, il l'a fait pleurer. Parce que c'était la tristesse d'avoir à quitter cette zone qui avait été jadis luxuriante de verdure. Voilà donc. Je pense que je n'ai pas oublié. Jack, Janet. Bon, ça fait trop de hasard. Celui qui va me dire maintenant que non, c'est un hasard qu'il y ait les mêmes noms dans l'Égypte antique et en Algérie, bon, ça fait trop de hasard. Donc, ça, c'est une arme pour vous, pour dans le futur. Vous allez peut-être voyager, vous allez partir soit en France, en Belgique, en Suisse, je parle de la zone francophone, hein. Et on va vous dire, mais votre pays n'a pas d'histoire. Eh oui, les Zemmour, les Bernard Lugan, et même les Bernard Apathy, Jacques, comment il s'appelle son prénom? Apathy. Jacques Apathy? Bon. Attali, non, Apathy. C'est un commentateur. Des fois dans CNews ou avec le petit journal. Donc, Heda Apathy aussi, un jour, je l'ai surpris à dire que l'Algérie avait été créée par la France. Ah, je me suis dit, non, ils leur ont fait rentrer dans la tête que notre pays n'avait pas d'histoire. Or, là, je ne parle pas de Jugurtha, de Massinissa et tout. Parce que, juste une petite parenthèse, Jugurtha a fait un discours à Rome. Eh bien, comme il n'a pas marché avec le pouvoir romain à l'époque, il a été emprisonné. Et quand Jugurtha était roi en Numidie, Vercingétorix, qui était le chef des Gaulois, les Français, bon, ils se targuent d'avoir une vieille histoire, bon, ils ne vont pas plus loin que Vercingétorix, ou peut-être, il y a peut-être, si, c'est après qu'il y a eu Clovis. Je vais vous raconter une anecdote à propos de ce Clovis. Je pense que vous allez la retenir. Et donc, quand Jugurtha était roi de la Numidie, Vercingétorix n'était pas encore né. Et on vient nous dire que nous, notre pays n'a pas d'histoire. Bon. Alors maintenant, quand j'ai trouvé toutes ces similitudes de noms de lieux, donc d'Algérie et ceux de Tunisie, parce qu'il y a les noms de lieux et les noms, vous avez remarqué, de personnages. Parce que Djer, qui était un pharaon, nous on le retrouve dans la montagne. Djer, qui a été transformé ou déformé par les Français en Djurdjura. Djer, qui veut dire grand, géant. Donc voilà un peu à propos des noms de lieux. Je vous ai donné donc Mezrouna, c'était le nom d'une tribu. En Égypte, c'est le nom d'une ville, Mezrouna, qui est à 40 km, comme je vous l'ai dit, au sud du Caire. Et toujours dans mes recherches, j'ai découvert qu'une équipe américano-finlandaise avait découvert des squelettes dans le lieu dit qui s'appelle Djebel Sahaba, qui est à la frontière égypto-soudanaise. Ces squelettes se trouvent actuellement au British Museum. Mais les chercheurs de l'université de Toulouse Jean Jaurès ont compris que ces squelettes montraient qu'il y avait eu de violents affrontements, pas un, mais plusieurs, parce qu'ils ont constaté qu'il y avait plusieurs blessures. Et c'était des femmes, des enfants, des hommes, et en fait c'était la lutte pour l'eau.
Vous voyez l'importance? Aujourd'hui, l'Algérie est en train de faire des usines de dessalement. Eh bien, déjà, à l'époque, c'est des cycles. À l'époque, déjà, il y avait la crise de l'eau. Et donc, que je reprenne le fil. Et voilà. Donc, ils ont daté ces squelettes à 13 000 ans avant notre ère. C'est-à-dire que ça situe donc ce déplacement de population, de tribus de chasseurs-cueilleurs berbères, qui ont été vers l'est, c'est-à-dire vers cette grande rivière, ce grand fleuve, qui s'appelle le Nil. Et là, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand j'ai parlé des noms de lieux, les Égyptiens, les anciens Égyptiens, ils avaient donné un nom au fleuve Nil. Vous savez comment ils l'appelaient? Itelo. Ceux qui comprennent le berbère, ils savent ce que ça veut dire Itelo. Il pleure. Il pleure. C'est le Dieu Amen, pas Amon, comme disent les égyptologues. C'est faux. Amon, ça ne veut rien dire. Amen, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Alors, je vous ai dit, Itelo. Il pleure. Pourquoi? Parce que comme le Nil était en quelque sorte déifié, quand Dieu pleure, enfin le Dieu avec un D minuscule, hein, pour ne pas heurter les sensibilités, quand Dieu pleure, ses larmes se transforment en des flots ininterrompus, et donc le fleuve Nil. Donc voilà un peu, regardez les liens qui rattachent l'Algérie, le Maghreb et le Sahara central. Donc on a vu Janet, Amdjer dans le Tassili, chez nous dans le Wedjer, Djerger, etc. Donc regardez les liens qu'il y a entre notre pays, l'Algérie, que certains dénigrent en disant qu'elle n'a pas d'histoire. Et regardez, parce que moi je soutiens dans mon livre que... Merci. Je soutiens que ce sont les descendants de ces tribus de chasseurs-cueilleurs qui ont bâti les temples et les pyramides d'Égypte. C'est pour ça que dans le livre, quand j'ai parlé de l'épopée berbère, j'ai mis en sous-titre des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. Donc ça, c'est la première partie de l'ouvrage. Mais la deuxième partie, elle va vous intéresser parce que, bon, il n'y a pas que l'histoire. Il y en a ceux qui font gestion informatique s'intéressent à l'informatique. Et moi, je veux vous poser une question. Est-ce que vous savez qui a découvert 3, 14, 16? Le nombre pi? Non. Moi, quand j'étais jeune, on m'avait appris que c'était Archimède. Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas Archimède qui a découvert 3, 14, 16. Ce sont nos ancêtres, ceux qui sont partis construire les pyramides d'Égypte. Pourquoi? Parce que dans les fouilles archéologiques, on a trouvé un instrument qui s'appelle la coudée royale, la coudée égyptienne. Elle mesure 0,5236. Si vous avez vos calculatrices, s'il vous plaît, vous notez 0,5236. Eh bien, quand vous multipliez ce chiffre 0,5236 par 6, vous allez trouver 3, 14, 16. Le nombre pi. Et ça montre que ce ne sont pas les Grecs ni Archimède qui ont découvert le pi, le 3, 14, 16, mais les anciens Égyptiens qui sont des descendants des tribus de chasseurs-cueilleurs amazirs, c'est-à-dire berbères. Alors, c'est pas fini. Parce que quand ils ont découvert le 3, 14, 16, qui permet de calculer le périmètre d'un cercle. J'espère que ça ne vous ennuie pas, ces trucs de mathématiques. Parce que, moi je sais que quand j'étais jeune, je détestais les maths. Bon, mais là je me suis remis, ça m'a réintéressé parce que j'ai vu qu'en fin de compte, regardez le génie de ce peuple. Alors, donc je vous ai dit que 3, 14, 16, cette fois-ci vous allez faire une opération inverse.
3, 14, 16 moins 0, 52, 36. Ou alors, 0, 52, 36 multiplié par 5. Eh bien, vous allez trouver 2, 618. C'est-à-dire, c'est le nombre d'or au carré. Vous savez ce que c'est que le nombre d'or? Vous le connaissez? Bon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le nombre d'or, tout le monde dit que c'est un chiffre divin. D'ailleurs, les architectes, bon, moi j'ai connu des architectes ici en Algérie qui ne connaissaient pas le nombre d'or. Or, le nombre d'or, pour l'architecture, c'est très très important. Alors, le nombre d'or, c'est un rapport. Vous avez votre main et votre avant-bras. Entre l'avant-bras et la main, il y a un rapport de 1,618. Parce que le nombre d'or au carré, c'est 1,618 multiplié par 2, ça donne 2,618. Vous pouvez faire les calculs. Et alors, pour ceux qui ont oublié, par exemple, quand vous rentrez à la maison, vous allez vous dire, tiens, c'était combien la coudée royale? C'est très simple. 3, 14, 16, divisé par 6. Et vous allez trouver 0,52, 36. Et vous avez donc la mensuration de la coudée royale égyptienne. C'est extraordinaire. Et un savant grec, qui est en fait un grand copieur, il a passé 22 années en Égypte, il a doublé je ne sais combien de classes avec les prêtres égyptiens, donc il vous sort le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est les Égyptiens. Mais eux, ils ont volé toutes les connaissances pour se les approprier. C'est un véritable hold-up. Donc, on a parlé du nombre d'or, de pi. Et vous allez voir que les Égyptiens, tout était calculé chez eux. Quand il y avait des crues, ils ont mis au point une mensuration qui s'appelle la coudée nilotique. Le Nil, donc, eh bien, c'est 1,618 divisé par 3. Et ça donne 0,53, etc. Tout, chez eux, était calculé suivant la nature, etc. Vous voyez un peu le... Bon. Et, je ne sais pas, peut-être vous ne lisez pas le Watan, ou alors, peut-être, certains d'entre vous. J'avais fait un article, il y a à peu près 2 ou 3 mois de cela, qui s'appelait « La magie du chiffre 12 ». Eh bien, c'est toujours encore les Égyptiens. Quand vous voyez l'heure, le 12 dorénavant, rappelez-vous que ce sont les ancêtres amazirs qui sont partis d'ici qui ont trouvé le chiffre 12. Comment ils l'ont trouvé? Pourquoi c'est pas en Mésopotamie que ce chiffre 12 a été découvert? D'ailleurs, j'avais rencontré le président de l'association Habba. Ça vous dit quelque chose? Habba Belkacem? C'est celui qui est aux États-Unis, non? Exactement, il est aux États-Unis. Tous les téléphones que vous avez là, il a plus de 500 brevets dans vos téléphones. Hada Habba Belkacem. C'est un Algérien qui était au sud, qui a fait Babzoua et qui ensuite est parti. Il a une association ici qui est à Champmanœuvre, ça s'appelle l'association Habba Belkacem. Son président m'a contacté, président Tahoum, il s'appelle Damou Ahmed. Et donc on s'est rencontrés avec l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Haj Nasser. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand j'ai parlé de 12, de pi, etc., et du chiffre 12, il m'a dit, mais ça c'est en Mésopotamie que ça a été découvert. Donc non. Donc je peux vous le prouver. Vous savez pourquoi les Égyptiens ont découvert, ce sont eux qui ont découvert le chiffre 12? Parce que d'une crue à l'autre du Nil, il y a 12 lunaisons. Et c'était des très grands astronomes. 12 lunaisons. Et donc pour eux, le chiffre 12, c'est un chiffre divin. Et donc, leur mensuration, ils ont conçu une corde qui s'appelle la corde égyptienne, ou on l'appelle aussi la corde à 13 nœuds. Mais quand on dit 13 nœuds, il y a 12 intervalles. On retombe sur le chiffre 12. Et c'est comme ça qu'ils mesuraient les Égyptiens. C'est avec les 12 intervalles. Donc voilà un petit peu comment. Et donc avec le 12, l'année chez les Égyptiens était divisée en 3 saisons. Pas comme nous maintenant. Avant c'était 3 saisons. Semaille, récolte, inondation. Voilà les 3 saisons.
Et donc chaque saison fait 4 mois. 4 fois 3, ça fait 12. Vous voyez comment on retrouve, comment toujours ils allaient rechercher ce chiffre 12, qui est un chiffre divin parce qu'il y a 12 lunaisons jusqu'à aujourd'hui. Ça ne va pas changer jusqu'à l'éternité, si l'on peut dire l'année. 12 lunaisons. Et d'où le chiffre 12, et vous allez me dire, et les 60 secondes, et les 60 minutes. Eh bien, au lieu de faire une suite arithmétique, 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. Mais si vous multipliez 3 multiplié par 4 multiplié par 5, vous allez trouver 60. Et voilà, la boucle est bouclée. Voilà les ancêtres Tawanata d'Égypte, comment ils ont découvert le 12. Donc le 4 et le 3, grâce aux saisons qu'ils ont partagées, et le chiffre 60. Donc dorénavant, quand vous voyez 60 minutes, 60 secondes, 12 heures, et bien vous voyez d'où ça vient. Oui, alors justement, on va passer aux questions parce que je pense que j'ai fait un tour d'horizon de la... Juste, monsieur, à propos de le 5. À propos de... Le 5, le 3 fois 4 et le 5. Oui. Bon, j'ai compris le 3 et j'ai compris le 4, mais le 5. Attendez. Pour faire 60, monsieur. Pour faire 60. 3 fois 4, 12. Le 5, oui, c'est la suite, c'est une suite arithmétique. 3, 4, 5. Ah, c'est une suite arithmétique. Ensuite, quand c'est une suite géométrique, il faut multiplier. Au lieu que ce soit plus, on multiplie. On tombe sur 60. Vous voyez un peu? C'est des matheux, c'est des mathématiciens. Écoute, Pythagore est resté 22 années en Égypte. Alors, s'il y a des questions, on est là pour... Moi, je voulais demander, c'est qui a choisi les noms en Algérie? Qui c'est qui? C'est qui a choisi les noms en Algérie? Vous nous dites qu'il y a plusieurs similitudes, mais c'est qui les a? Ah ben écoutez, ça, je vais vous dire une chose. Regardez par exemple Souane. Moi, je vais vous dire, hein, c'est mon imagination. J'ai fait travailler mon imagination. Ils sont venus d'un pays où il y avait la sécheresse. Quand ils sont arrivés là-bas, la première des choses qu'ils ont faites, c'est quoi? Quand ils ont vu cette étendue d'eau, ils ont bu soin. C'est resté soin. Quand on campe, tennis, en berbère, tennis, c'est resté tennis, tennis. Des fois, on donne des noms, on ne peut pas s'expliquer. Pourquoi il s'appelle Djer? Je ne sais pas. Là, c'est... Vous voyez? Mais toujours est-il que, ce qui est important, c'est que de constater que les noms que l'on trouve en Algérie, on les retrouve en Égypte. Et ça, c'est pas un hasard. Parce que hasard, ça serait 2, 3 noms, bon. Mais là, vous avez vu, maintenant, s'il y en a un parmi vous qui peut me dire, me prouver que c'est un hasard, c'est que vraiment il est fort. Vous avez d'autres questions? Donc, bon, moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie a une très grande histoire. Elle a été ignorée. Et c'est vous, les jeunes, maintenant, qui devez prendre le flambeau pour montrer que c'est faux. Quand on dit que c'est la France qui a comment dirais-je, qui a créé l'Algérie, c'est vraiment, c'est pas vrai. Vous voyez un peu la profondeur. C'est-à-dire, moi, je remonte à 13 000 ans avant notre ère. Moi j'ai une question, mais hors sujet. Enfin, Oui, mais bien sûr. Avec l'inauguration de la statue d'Axel. Oui. Voilà, et la polémique qui s'est passée sur place, donc j'aimerais juste avoir votre avis là-dessus et si vous pouvez m'orienter pour avoir des sources afin d'avancer, parce qu'on sait que Axel a fait pas mal de choses, a combattu même, il y a eu un litige entre Ahmed Malfen. C'est normal, il défendait sa terre. C'est ça, exactement. Oui. Mais le souci, c'est que quand je suis dans un débat et face à des gens qui défendent du coup Ahmed Malfen, j'ai pas des sources. Donc j'aimerais bien avoir des sources pour appuyer. Non, je vais vous dire. Moi, à mon avis, cette histoire-là, elle est connue.
Non, ça dépend. Le commun des mortels, les gens, mais il faut, ils ne connaissent pas l'histoire parce que c'est pas une histoire, c'est pas l'émir Abdelkader qui est tout proche, c'est pas, comment on appelle ça, comment il s'appelle, Uqba ibn Nafa, c'est la rentrée de l'islam, comme l'islam a une place très importante, mais ceux qui ont étudié les rois berbères, etc., ils connaissent cela. Et ça, bon, il y a un auteur qui est connu pour ça, c'est Charles-André Julien, l'histoire de l'Afrique du Nord. Vous voyez? Bon, maintenant, pour un peu égayer la chose, je vais vous raconter l'histoire pour un peu détendre l'atmosphère. Je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi j'ai pensé... Ah oui, quand j'ai parlé de Clovis. Bon, Clovis, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais parce que j'ai fait l'école primaire du temps de la France et on nous avait appris que Clovis, c'était un roi, le roi des Francs, qui a donné France, français. Et à l'époque, quand ils allaient dans des villages, ils pillaient le village, mais le roi avait droit à tout ce qu'il y avait, l'or et l'argent, c'était pour le roi. Les autres objets, c'était pour les guerriers. Et donc, vous allez rater la blague que je vais raconter. Vous allez rater la blague que je vais raconter. Elle est courte. Alors, Clovis voit un guerrier sortir d'une chaumière avec un très beau vase. Et donc, Clovis, devant la beauté de ce vase, a dit au guerrier, donne-moi ce vase. Et le guerrier lui a dit, toi tu as l'or, moi je garde le vase, c'est ma part de butin. Et donc, comme Clovis a insisté, le guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa petite hachette et il casse le vase. Il avait un caractère algérien, il a cassé le vase. Et peut-être une année plus tard, ce guerrier a eu un litige avec un autre guerrier. Et à l'époque, le juge, c'était le roi. Donc c'était Clovis. Et donc ces deux guerriers se sont présentés devant Clovis. Et Clovis a condamné le guerrier qui avait cassé le vase, qui ne lui avait pas donné le vase. Et il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, souviens-toi du vase de Soissons. C'est parce qu'ils avaient pillé la ville de Soissons. Souviens-toi du vase de Soissons. Quand vous avez une vengeance à assouvir, rappelez-vous cet adage, souviens-toi du vase de Soissons. Alors, mademoiselle, ça y est, j'arrive à la petite blague. Alors ça, l'histoire du vase de Soissons, elle est racontée d'une autre manière. Et ça, je sais que vous allez la retenir. Toto, vous le connaissez tous. Toto, c'était un cancre. Bon, quand il était en classe, il regardait voler les mouches, il comptait les mouches qu'il y avait dans... Et l'instituteur s'est rendu compte que Toto ne suivait pas le cours, et il leur expliquait cette histoire du vase de Soissons. Donc le maître l'a attendu au tournant. Le lendemain, Toto passe au tableau. Et il lui a dit, Toto, qui a cassé le vase de Soissons? Il lui a dit, monsieur, je vous jure, c'est pas moi. Il l'a mis au piquet. Et donc, bon, le soir, quand il est rentré, Toto, il a dit à son père, tu sais, papa, le maître, il m'a puni. Il m'a dit, c'est pas moi qui ai cassé le vase de Soissons. Je te jure, c'est pas moi. Le père était en colère. Il va voir le directeur de l'école. Et il lui dit, monsieur le directeur, écoutez, je vais vous dire les choses. Je sais que mon fils est un cancre, etc. Mais il a une qualité, il ne ment pas. Alors donc, chez le directeur, le téléphone sonne. C'était l'inspecteur d'académie. Et alors le directeur lui dit, écoutez, vous savez, monsieur l'inspecteur, j'ai un cas ici, un parent d'élève qui se plaint, il dit que son fils en classe, c'est pas lui qui a cassé le vase de Soissons. Qu'est-ce que répond l'inspecteur? Mais qu'on achète un autre vase et qu'on nous foute la paix. Parce que lui-même, l'inspecteur, ne connaissait pas l'histoire du vase de Soissons. Voilà, j'ai terminé avec la petite blague. Alors, il y a d'autres questions? Pas à propos de la blague, hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? J'entends pas bien. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là qui ignorent du coup l'histoire, en sachant aussi qu'il n'y a pas énormément de sources Vous savez, historiques? Non, les sources, il faut les chercher. Non, chauffez. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Vous n'allez pas vous battre avec tout le monde.
Celui qui est ignorant, quand il est en ignorant, on est ignorant. C'est pas en un jour qu'on va... Mais, le guerrier berbère, Axel, pour lequel ils ont fait une statue, la preuve qu'il n'est pas oublié, c'est qu'ils lui ont fait une statue. C'est une preuve qu'il n'a pas été oublié par une partie de la population. Bon, peut-être que les gens à Tiaret, ils ne le connaissent pas, parce que Tiaret, par rapport à... comment s'appelle cette ville? C'est à côté de... C'est pas Khenchela. Non, à côté de Khenchela. Voilà. Bon, mais ça, vous savez, on peut pas avec un coup de baguette magique apprendre à tout le monde l'histoire de son pays, etc. Et ça parce que dans nos écoles, le programme qui est enseigné, ça c'est une faille en quelque sorte. C'est une faille. Moi j'ai une autre question si je peux. À propos des propos de Sansal, est-ce que vous répondez? Ah, pour Sansal? Oui. Moi je vais vous dire. Sansal, moi si j'avais été du pouvoir, je l'aurais mis dans un asile psychiatrique. Parce que c'est vraiment idiot d'avancer. Bon, en plus lui, c'est un intellectuel. Donc c'est ça qui est grave. Donc pour moi, il est venu pour provoquer. C'est une provocation. Il pensait qu'il était intouchable. Mais le malheur, c'est que il s'est brûlé les doigts. Et même plus. Parce que là, il n'est pas prêt de sortir. Vous voyez un peu... qu'est-ce qu'on va penser des propos de Sansal, franchement? Quand il dit que l'Algérie, c'était une petite chose, et que c'est pour ça que les Français ont colonisé l'Algérie, c'est ridicule. Donc ce gars-là n'a pas lu les livres d'histoire. C'est vraiment incroyable. Voilà. Il n'y a pas de questions. Je sais pas si ça vous ennuie peut-être, non? Hein? Non. Tant mieux. C'est très gentil. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Oui? On peut trouver votre... Ah, le livre? ouvrage, enfin, Oui, alors le livre, tiens justement. Voilà, vous pouvez le faire circuler. Voilà. Il se vend à la librairie Kalimet, qui est au boulevard Victor Hugo. Il y a Sidi Yahya, il y a l'Arbre à Dire, il y a la librairie du Tiers-Monde, il y a la librairie des Beaux-Arts, et puis à Tizi Ouzou, la librairie Chir. Mais on est le 16 aujourd'hui? Eh bien, elle ouvre demain, parce qu'elle a été fermée, et puis devant la pression populaire, le Wali a ordonné la réouverture. Donc voilà, vous avez vu donc le... Alors, je vais juste vous montrer... Pardon? Oui? Oui? C'est bon? Alors, je vais vous montrer juste... Alors, il a été préfacé par Madame Gina Tomassi. Je retourne là? Oui. Ce livre a été préfacé par Madame Gina Tomassi, qui est une ancienne directrice de recherche au CNRS Paris. C'est une dame qui a maintenant, je pense, 94-95 ans. Elle a toute sa tête. J'ai assisté à une de ses conférences il y a 2 ans. Elle est incroyable. Et donc c'est elle qui me l'a préfacé. Et je voulais vous montrer aussi quelques... Voilà les fameux squelettes qu'ils ont trouvés à Jbel Saham, qui se trouvent maintenant au British Museum. Voilà. Et ça montre qu'il y a eu une lutte pour l'eau il y a 13 000 ans. 13 000 ans avant notre ère. Vous voyez? Alors, pour ceux qui... il y a à propos de Memphis. Voilà. Regardez Memphis. Ah oui, voilà, ça me revient. Les Grecs, ils l'ont traduit, Memphis, durable et parfait. Vous connaissez une ville qui s'appelle durable et parfait? C'est vraiment ridicule. Alors qu'une ville à l'abri, construite à l'abri des eaux, oui, regardez. Même de fer.
un manf au caché des eaux. Vous voyez? Voilà, en hiéroglyphe. C'est pas moi qui fais ça, hein. Vous le trouvez dans Wikipédia. Sauf que j'ai enlevé, comment on appelle ça, durable et parfait, parce que c'est ridicule comme traduction. Voilà. Alors, vous avez aussi... Ah oui, vous avez par exemple Akhenaton. Alors, oui, ça me rappelle quelque chose. On ne sait jamais si vous voulez voir. Ça me rappelle quelque chose. Dans la Torah, donc vous voyez, j'ai fouillé même dans le livre, dans la Bible, l'Ancien Testament, quand Moïse a traversé le Sinaï, donc il est dit que Dieu s'est adressé à Moïse. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Anki Yahvé Alehoka. Je suis Yahvé, ton Dieu. Et donc, quand vous réfléchissez, ces Berbères qui sont partis d'ici, qui ont fait les pyramides, etc., il y avait un clergé polythéiste au début. Il croyait en plusieurs dieux. Quand est venu Akhenaton, Akhenaton, c'est la déformation grecque de Enki Adon. Je suis le dieu soleil au couchant. Enki Adon. Akhenaton. Enki Adon. Et dans le Talmud, c'est comme le Talmud, c'est comme vous pourrez dire Sahih al-Bukhari chez les Juifs. Ils disent que le mot Enki, c'est je suis. Et c'est le mot des mots, c'est le mot le plus important parce que Dieu, le premier mot qu'il a prononcé, c'est un mot berbère. J'ai été voir un ami, je ne sais pas, vous avez entendu parler de lui, Maître Miloud Brahimi, qui a pris sa retraite le 31 décembre passé. Pas celui-là, l'autre. Celui qui est passé effectivement. Et je lui ai dit, bah écoute, tu sais, Miloud, Moïse, puisqu'il vivait en Égypte, et l'Exode s'est passé en 1350 avant Jésus-Christ, c'était un berbère. Et je lui dis par voie de conséquence, Jésus-Christ, qui a été circoncis à l'âge de 8 jours, c'était un descendant de cet Exode. Donc je lui dis, Jésus-Christ aussi c'est un berbère. Alors il était assis, il se lève, il me dit, mais il ne me dit pas aussi que Dieu est berbère. Vous voyez un peu. Bon. Mais là, ce que je vous dis, c'est historique. Parce que l'Exode, c'est bien 1350 avant Jésus-Christ. Moïse, il est bien parti d'Égypte. Et ceux qui ont fait l'Égypte, ce sont les gens qui sont partis d'ici. Voilà, grosso modo. Là, il fallait que je termine par ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que maintenant, vous saurez vous défendre.